Bonjour tout le monde. Ceux qui sont en ligne, vous m'entendez? Oui, professeur. D'accord, ok. Donc, vous me voyez aussi bien, c'est le PowerPoint seulement que vous voyez. C'est bon. Le PowerPoint. Le PowerPoint. D'accord. Voir d'abord avant de pratiquement ceux qui sont en ligne puissent le voir. Or là, tel que c'est fait, c'est la classe des choses. À moins que oui, vous soyez notre site. Non, Ah, il arrive à bon, après, il retourne pour que. Bon, aujourd'hui, on démarre le cours de classification et notation d'images. On se voit aussi jeudi, de 9 h à 12 h, la deuxième session. Ensuite, on se voit lundi de la semaine prochaine et mardi de la semaine prochaine. Donc, je suis aussi en train de faire un je voudrais que tu vas me déplacer. Ça là, elle est fixée. On ne peut pas la. Si elle est fixée. Ok. Non, mais comme c'est fixé, ok, donc moi je suis docteur Zoro. C'est moi qui vais vous faire le cours de classification et de notation d'images. Je vais enregistrer. Je ne sais pas appliquer. J'ai appuyé sur enregistrer. Puis il a arrêté. J'ai appuyé sur enregistrer dès le départ.
Oui, c'est en train d'enregistrer normalement. Donc, je ne suis pas de votre UFR sans être de la matière et je pense que c'est voilà. Donc, s'il vous plaît, on ne vous entend pas bien. Bon, je sais. Comment c'est bon? Et là, ça va, vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, Merci. Oui, c'est bon, madame. d'accord. Donc, je disais que je suis docteur Zoro. Moi, je suis de l'UFR SSMT, professeur de physique, et c'est le cours de classification segmentation que je fais au niveau du CURAT, parce que j'ai un doctorat en télédétection, d'accord? J'ai un master en physique, mais j'ai un doctorat en télédétection. On va se voir, on aura 4 séances. Okay? Aujourd'hui, jeudi et lundi, mardi de la semaine prochaine. Donc, on va voir la théorie aujourd'hui, jeudi, et je vais demander à l'équipe d'informatique. Je vais demander à l'équipe technique de mettre à votre disposition le logiciel Airdas, puisque c'est avec lui que vous allez travailler pour faire la classification. Donc, parce que la classification d'image, c'est d'abord l'utilisation ou la prise en main d'un logiciel. Et le logiciel auquel je voudrais que vous soyez peu aguerris, c'est Airdas. Donc, il est en train de faire mains et pieds pour trouver le logiciel, de sorte à le mettre à votre disposition pour qu'on puisse faire les séances de la semaine prochaine, lundi et mardi. C'est bon, c'est à votre disposition parce que je parlais d'une affaire de clé, tout ça là, ou bien... On n'a pas pu installer. Allô? Essayez. Oui, Bonjour, docteur. oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va. C'est qui... D'accord. Monsieur Kofi. Oui, monsieur Kofi. Oui, oui. Je voulais savoir, est-ce que c'est pas possible de travailler avec les logiciels open source, sachant que le logiciel DAS, c'est un logiciel propriétaire où vraiment pour l'installer ou pour l'avoir, c'est un peu plus compliqué. Non. Vous pouvez travailler avec le logiciel que vous voulez. Ça, je n'ai pas de problème avec. Mais dans le cadre de ce cours, il faut que je puisse vous initier à un logiciel de traitement d'image. D'accord? Et moi, le logiciel de traitement d'image que je connais, avec lequel je suis armé, c'est Airdas. D'accord? Donc, je vais vous apprendre la philosophie de Airdas. Maintenant, après, si vous voulez utiliser autre chose, allez le faire. Parce que si je vais downloader un logiciel open source, il faut que moi, déjà, je m'initie à ça pour vous apprendre. On est d'accord? Je ne peux pas vous dire, on va utiliser ce logiciel, alors que moi-même, je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas où il faut aller cliquer pour faire ça, ou la philosophie derrière cette manip-là. Il faut que je sache les étapes pour pouvoir vous conduire. Et les logiciels open source, je n'en ai pas encore utilisé. Moi, c'est Airdas que j'ai eu à utiliser, et puis Envie. C'est à cause de ça. Mais si après, vous voulez maintenant vous exercer sur d'autres logiciels, pas de souci. D'accord? Ok, docteur. Okay. Donc, lorsqu'on va faire le cours, on finit la théorie jeudi, il va ouvrir la plateforme de sorte à ce que vous puissiez commencer les quiz. Parce qu'il y aura les quiz, c'est une sorte d'interrogation si vous voulez. À chaque chapitre, il y a un quiz qui correspond. Donc, le quiz 1 est obligatoire à faire. Il va ouvrir la session le 9, donc ça veut dire vendredi. Et vous avez jusqu'au 11, je pense que c'est le dimanche, pour le faire. Passer ces délais, c'est 0. Et on ne revient plus dessus. Ensuite, le 16, il va ouvrir encore la plateforme pour tous les autres quiz. Il y a 4 quiz, puisqu'il y a 4 leçons. Donc, le premier quiz, c'est ce week-end-là qui va l'ouvrir. Et les 3 autres quiz, il va les ouvrir la semaine prochaine. Mais chacun aura une deadline. Le quiz 2 va être fermé le 18
le quiz 3 le 22 et le quiz 3 aussi le 22. D'accord? Donc, ce week-end, vous devez résoudre obligatoirement le quiz 1. Le week-end prochain, le quiz 2. Et le quiz 3, vous avez jusqu'au 22 pour le faire. D'accord? Maintenant, les TP. Les TP, il va vous mettre à votre disposition des images. OK? Et dans le cadre de ce cours, quand on va faire l'entraînement par rapport au logiciel Erdas, je vais vous demander, il y aura la classification dirigée, il y aura la classification non dirigée. Donc, chaque groupe aura un travail à faire. Je vous dis, faites la classification dirigée de telle façon, vous faites la classification non dirigée de telle façon. Donc, à l'issue de votre classification non dirigée, qui va être le TP1, vous allez me rendre le résultat de cette classification avec un petit rapport. Les instructions seront mises sur le net. Ensuite, vous allez faire une classification dirigée. Même chose, vous allez me donner le résultat de cette classification avec un petit rapport. Et en troisième position, le TP3, qui va être une comparaison des deux classifs que vous avez faits. Donc, ça, je vous laisse aller vous balader, vous reposer, faire joyeux Noël, faire bonne année. Et puis, c'est en janvier. Donc, le premier TP, c'est la classification non dirigée, est due au plus tard le 8 janvier, 23h55. Plus tard, le 8 janvier, les groupes constitués doivent me rendre le TP1, qui est classification non dirigée, le 8 janvier. La semaine qui suit, c'est-à-dire le 15 janvier, ça va être le TP2, la classification dirigée. La semaine qui suit, même pas la semaine qui suit, 2 semaines après, le 31 janvier, donc il y a le 8 TP1, le 15 le TP2 et le 31 janvier pour le TP3. Quand vous allez me rendre le TP3, je vais lire maintenant ce TP3 et le 8 février, vous allez venir exposer. Donc, ça veut dire entre le 31 janvier et le 8 février, vous préparez un PowerPoint par groupe que vous allez venir exposer devant la classe pour défendre les travaux que vous avez eu à faire, les traitements que vous avez eu à faire. D'accord? Et à l'issue de ça, je vais voir avec l'administration pour qu'on programme un devoir écrit. Donc, l'évaluation est en 3 étapes. Il y a les quiz, il y a les TP avec présentation et il y a le devoir écrit. Avant, je me contentais du TP. Et je me suis rendu compte que il n'y a rien en substance derrière. C'est cliquer, comment vous avez appris. Mais le pourquoi de ce cliquer-là, le pourquoi de ce que ça donne comme résultat, le comment d'interpréter ces résultats, il n'y a rien comme substance. Et ça, ce n'est pas bon. Okay? Il faut que vous ayez la philosophie de la classif avant le... Ah, bonjour, monsieur Kra. Ça fait vieux. Il faut que vous ayez la philosophie de la classif. Pourquoi je vais choisir cette classif? Quand j'obtiens tel résultat, comment l'interpréter? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux en tirer? Hein? Parce que vous pouvez monter une entreprise de traitement d'image. Donc, vous montez cette entreprise de traitement d'image, puis les sociétés vont venir vous voir pour dire oui, faites la classif de tel truc. Il faut que les résultats que vous donniez, vous puissiez expliquer, justifier. Mais si ça vous donne des résultats bidons et puis il va aller mettre son entreprise dans telle société, dans tel coin et puis finalement, il ne pleut pas comme il faut, ou bien le terrain est accidenté, il n'a pas la végétation qu'il faut, je pense que votre entreprise, vous allez mettre la clé sous la porte très vite. Hein. Donc, c'est tout ça qui fait que au bout de 2 années, je me suis rendu compte que le devoir écrit, c'est une obligation pour vous. Parce que vous n'apprenez pas les leçons, donc la base théorique qu'il y a en arrière, vous ne l'avez pas. Donc, après le 8 février, on va trouver une date pour programmer l'examen écrit sur table. Bon, généralement, c'est en ligne aussi. Il vous programme et puis vous faites ça en ligne, vous, de telle heure à telle heure, puis vous mettez votre document sur la ligne. Vous mettez votre document en ligne. OK. Donc, respectez les dates qui vous sont dues. Parce que ces dates-là vous ont été fixées et c'est sur la plateforme qu'il faut le faire. Parce que souvent, ce qui se passe, ou depuis quelque temps, ce que je constate, c'est que ceux qui n'ont pas pu mettre leurs documents sur la plateforme m'envoient leurs fichiers après par email. Je n'ouvre pas. Hein. Quand je reçois ça, je n'ouvre même pas. J'appelle tout de suite l'administration pour les informer.
Bonjour, pour les informer. Surtout quand c'est le devoir écrit. On dit c'est ouvert de 18h à 20h. 18h à 20h, vous vous débrouillez pour que, généralement, même, ils ouvrent de 18h à 20h15, en se disant qu'avec les manips Internet et tout, votre flux, votre débit d'Internet, vous pouvez avoir des soucis, donc ils prolongent même. Mais il y en a à 23h, ils m'envoient leur fichier parce que toi, disant qu'ils n'ont pas pu. Entre 20h et 23h, ce qui a pu se passer là, je suis au courant de ça. Je ne peux même pas accepter ton devoir. Parce qu'en 20h et 23h, encore, tu m'enverrais ça à 20h16. Je dis, ah, il a eu 1 minute de flottement, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu. Mais de 20h à 23h, tu m'envoies ton fichier. Tu t'es assis devant le document, tu as recopié bien les réponses et puis tu es venu me donner. Je ne regarde même pas. Donc, respectez les délais qui vous sont donnés, pas de dérogations. Vraiment. Et s'il y a un souci, c'est pendant que le souci se crée qu'il faut intervenir. Ce n'est pas quand c'est fini, 10 ans plus tard, qu'il faut venir dire, c'est-à-dire que, s'il vous plaît, hein, vous avez pris l'engagement de vous inscrire et faire votre master. Donc, cette discipline-là, essayez de la suivre vous-même pour que tout puisse aller. D'accord? Je pense que sur la plateforme, il doit avoir mon contact téléphonique. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a mon email, mais je ne sais pas s'il y a mon contact. Au pire, là, vous voyez M. Oufo, il a mon contact téléphonique. Vous pouvez me joindre. D'accord? OK, mesdames et messieurs, en FOAD, vous voyez mon PowerPoint? Pas encore. OK, je partage. Je vais partager mon écran. Et là, c'est bon? Vous le voyez? Oui. Pas le diaporama. Je vais le mettre en diaporama. OK, vous l'avez en diaporama, c'est bon? Non, non. Vous ne le voyez pas en diaporama? Non, non. On me dit que je suis en train de le partager et vous ne le voyez pas. Vous le voyez tous, non? Dans la salle ici, oui. Mais vous, en 3D, vous ne le voyez pas. Non. C'est bizarre. Oui, merci. C'est bon maintenant. C'est bon, vous voyez? Oui, c'est bon maintenant. OK, d'accord. OK. Donc, vous voyez que le cours de classification segmentation, c'est une EQ dans l'UE, télédétection et traitement d'image. D'accord? Donc, le cours, on l'a en présentiel pour ceux qui sont là et vous en Zoom. Et comme on enregistre, vous pourrez après aller regarder pour ceux qui n'ont pas été présents pendant la séance d'aujourd'hui. Ils pourront après aller revisionner ce qui va être fait aujourd'hui. D'accord? Donc, comme je disais, pour l'évaluation, il y aura les quiz auxquels vous devez répondre absolument. Il y aura les 3 TP et un devoir écrit, un devoir surveillé, écrit à la fin de la séance en 2023. Dans les notes de cours qui vous ont été données, il y a une petite bibliographie qui vous est suggérée par rapport à la compréhension du cours. Okay, donc, vous pouvez aller essayer de consulter cette document. Ça pourra vous aider dans la compréhension du cours. D'accord? Particulièrement les principes de télédétection très bien faits. Quel est l'objectif à l'issue du cours de classification segmentation d'image? OK? 4 objectifs qui pourraient être visés. Oui? Messieurs et mesdames en Zoom, là, coupez vos micros parce que tous les bruits que vous faites là-bas, là, on entend ici, ça nous dérange.
C'est bon? OK. Donc, les objectifs visés à l'issue de ce cours, c'est de vous faire connaître les différents types de classification d'images. Je précise parce que le cours, c'est cours de classification d'images. De comprendre les étapes, de les connaître et de les comprendre, les étapes pour réaliser une classification. Une fois que la classification a été réalisée, il faut pouvoir interpréter les résultats obtenus. Donc, il faut savoir évaluer qualitativement et quantitativement les résultats obtenus à l'issue d'une classification d'images. Et au finish, la classification d'images ne peut se faire qu'en connaissant un logiciel de classification d'images. Donc, c'est aboutir à vous faire maîtriser l'utilisation d'un logiciel de classification d'images. Comme je vous ai dit, allez, dans le cadre de ce cours, moi, c'est Erdas que je vais, avec lequel je travaille, donc c'est lui sur lequel je vais vous entraîner. Maintenant, si vous voulez downloader d'autres logiciels de traitement d'images et de classification d'images, libre à vous, pas de souci. Donc, normalement, à l'issue du cours de classification d'images, vous devriez être capable d'effectuer une classification d'images et d'interpréter les résultats obtenus. OK? Et la classification d'images permet d'obtenir une carte d'occupation du sol. Donc, vous serez quand même à même de faire cela. Avec tous les outils d'interprétation, tous les paramètres qui vous seront donnés. La première leçon s'intitule donc définition d'une image, connaissance de l'image, et elle est subdivisée en 4 sections. Définition, classification non dirigée, classification dirigée, évaluation de qualité. Ça, c'est le complet du cours même. Mais on va voir d'abord la première section qui est la définition d'une image. OK. Donc, définir une image, quels sont les traitements qu'on puisse appliquer à une image et quels sont les pré-traitements qu'on peut appliquer à une image. OK. Je vous écoute de votre connaissance, de votre background des images de télédétection. C'est quoi une image de télédétection? Quoi une image en général? Qu'est-ce qu'on vous a dit depuis que... C'est tout. C'est quoi un pixel? Bon. Il y a quoi de particulier? Oui. Chacun Très bien. Très bien. Parce que, comment ça se passe pour acquérir l'image? On a notre capteur quelque part en haut là-bas. OK? Et si je prends la télédétection, parce qu'il y a deux types de télédétection, hein, vous savez ça au moins. Il y a quoi? Télédétection? Voilà. OK. Donc, je zappe sur la télédétection active. On va se concentrer sur la télédétection passive. Donc, si on parle de télédétection passive, c'est que celui qui éclaire la cible, c'est le soleil. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en télédétection active, on va travailler la nuit. Ou bien, d'accord. Donc, mon soleil éclaire ma cible. Éclaire ma cible. Et ma cible va réagir par rapport à cet éclairement. Donc, le signal qu'elle va transmettre à mon capteur, ça va être de la réflectance. Le faisceau réfléchit par rapport au faisceau incident que le soleil lui aura appliqué. Et c'est ce faisceau réfléchi qui va arriver à mon capteur, qui va être traduit en compte numérique. Et ces valeurs de compte numérique-là, c'est ces valeurs-là qui seront dans les pixels. Donc, quand vous regardez, je vais
Donc, quand vous avez ici, là, la valeur qu'il y a ici, c'est la valeur de la réflectance, je dirais, moyennée de tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire eau, végétation, sol, tout ce qu'il y a dans ce petit élément-là, en termes de réflectance, c'est sa valeur qui va être là. Donc, chaque petit pixel va représenter le faisceau réfléchi, hein, je ne dirais pas le faisceau réfléchi, disons, pas une sommation, je dirais plutôt une moyenne des éléments qui ont réfléchi le signal. D'accord? Et ce signal réfléchi, là, on parle en termes de réflectance, mais dépendamment du nombre de bits sur lequel votre image aura été acquise, il y a un intervalle de valeur. Bon, généralement, c'est sur 8 bits. Quand c'est sur 8 bits, donc c'est de 0 à 255. Voilà. Donc, le minimum que mon niveau du gris aura, c'est 0 et le maximum, ça va être 255. Donc, c'est dans ce sens-là. Maintenant, donc la dimension complète de votre image va être sur un certain nombre de longueurs de rangées et de lignes. Et c'est la jonction entre rangées et ces lignes qu'on aura les pixels. Mais le mot pixel lui-même, il a été créé comment? Il signifie quoi? Vous savez comment les gens ont inventé ce mot-là? D'où ça sort? Oui. C'est-à-dire, c'est comme si je te disais, le mot informatique, là, comment il a été créé? Personne n'a une idée? Le mot pixel a été créé à partir de deux mots anglais. Le mot pic ou picture et le mot L ou element. Donc, c'est picture element. Donc, pixel veut dire élément d'image. Donc, au lieu du C, ils n'ont fait que enlever le C pour mettre un pixel. C'est le mot pixel. Donc, le mot pixel veut dire élément d'image. OK? Ils ont créé aussi un autre mot, mais cette fois-ci, c'est quand on travaille en 3 dimensions. Là, ça va être un voxel, volume element. Donc, les images en 3D. On ne parle pas de pixels cette fois-ci, on parle de voxel. OK? Donc, notre pixel, la valeur qu'il a représente donc la réflectance des éléments au sol qui ont réfléchi le signal. D'accord? Et ces valeurs-là sont fonction du quand on a pris l'image, parce que l'image, si vous l'avez prise à 5 heures du matin par rapport à si vous l'avez prise à midi, ce n'est pas la même, puisque le soleil n'a pas la même incidence, parce que les ombres aussi vont jouer. Voilà. Donc, généralement, même, on vous dit, lorsque vous devez utiliser des images, c'est conseillé d'utiliser des images qui ont été prises entre midi et 14 heures, parce qu'au moins, ce que vous voyez, voilà, le soleil au zénith, donc il n'y a pas d'ombre. Or, les ombres rajoutent de l'information sur votre niveau de gris et ça perturbe donc la vraie valeur du niveau de gris du pixel. D'accord? Donc, ils sont en fonction du temps auquel vous prenez l'image, la journée. Ils sont en fonction de la saison à laquelle vous avez pris la chose. En saison sèche et en saison pluvieuse, voilà la même chose. Ça. Et ils sont en fonction aussi de la longueur d'onde dans laquelle ça a été acquis. C'est-à-dire le niveau de gris dans le rouge n'est pas le même que le niveau. Excuse-moi. Ça va, et toi? Tu vas bien? Ça va aller. Ça va aller. Tu as déjà fait. On est déjà allé. Ça va aller. Sachez que ça va aller. Sauf au micro, sinon, nous, on est là, ça va. Ça, on nous appelle. On est là pour nous. Oh, c'est comment? Bon, c'est comme démarre aujourd'hui. C'est la semaine prochaine. Toi, tu as fini déjà? Non, ça va bon. Ah, ça va bon. Oui, parce que je vais aller dans l'intégration de orienté objet. Ah, d'accord. Oui, donc il faut. C'est après utiliser la base d'abord et puis on va comment. On va leur donner les armes pour. Regardez-moi bien. On s'est dit.
Comme je vais prendre les deux amis. D'accord. Si elle tout se mettre la pression, hein. Non. La main derrière les amis sont là. On vieillit. Ça, franchement, on est tous enfants dans l'âme. Hein. On est tous enfants dans l'âme. Parce que voilà, l'esprit, voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. D'accord, C'est ça qu'on a dit. Le matin. C'est pas le nom du. Oui, allez, bonne journée à toi. Merci. Et la réfléchissance dépend aussi de la longueur d'onde dans laquelle le signal a été acquis. Parce que, par exemple, si je prends la végétation, une plante ne réfléchit pas de la même façon dans le visible, ou je parle dans le visible, disons dans le vert, que dans l'infrarouge ou dans le rouge. L'eau ne réfléchit pas de la même façon dans le bleu que dans l'infrarouge. Donc, dépendamment de la longueur d'onde dans laquelle on va acquérir le signal, le niveau de gris ou la valeur de compte numérique ne sera pas la même. Okay? Donc, souvent, on prend en fonction de la réaction, du comportement de l'objet qu'on étudie, on va plutôt prendre, on va dire, par exemple, la plante, elle, quand on regarde son spectre, elle réagit mieux dans le vert, dans l'infrarouge et dans le rouge. Donc, généralement, on prend ces longueurs d'onde-là pour étudier la plante. Quand on va prendre le sol, le sol, c'est plutôt tel intervalle de longueur d'onde. Donc, en fonction du milieu que vous voulez, de la cible que vous voulez étudier, il y a certaines longueurs d'onde qui vont être favorisées ou privilégiées par rapport à d'autres. Et autre conseil aussi, c'est bon lorsque notre image est acquise sur plusieurs longueurs d'onde. Comme ça donne beaucoup plus d'informations. Ce qu'on peut pas, ce qu'une ne peut pas donner, l'autre peut compenser. Donc, on répète, une image de détection, on parle de raster. Vous avez entendu ce mot-là, non? C'est raster. Qu'est-ce qui s'oppose au type raster? Ok, c'est bon. Donc, on est sur la bonne ligne. Donc, c'est un tableau de X et de X colonnes et les éléments constitutifs sont appelés des pixels. D'accord? Les images sont acquises dans un temps précis, dans un intervalle spectral défini. Ok. Maintenant, la taille de notre pixel va représenter ce qu'on appelle la résolution spatiale. Spatiale, espace. D'accord? Plus petit sera la dimension de notre pixel au sol, meilleure sera la résolution. C'est-à-dire, une image dont le pixel fait, je sais pas, 1 km sur 1 km, n'a pas une bonne résolution par rapport à une image qu'on appelle submétrique, qui aura 1 mètre sur 1 mètre. 1 mètre sur 1 mètre, c'est carrément une photo. 1 mètre sur 1 mètre, ça veut dire que vous pouvez voir ce qui se passe en 1 mètre sur 1 mètre. C'est une photo, c'est carrément là. Par rapport à 1 kilomètre, là, tout est noyé, mélangé dedans. C'est vraiment une vraie photocopie là. Hein? Mais une photo, là, on voit. Et en milieu urbain, vraiment, l'image submétrique est une image privilégiée. Parce qu'en milieu urbain, il y a beaucoup de détails. Donc, le meilleur sera la résolution. Meilleur, on aura accès aux informations. Mais si je prends un pâturage, un champ, je n'ai pas besoin que ce soit au mètre carré. Hein? Kilomètre des blés, là, je n'ai pas besoin d'avoir de l'information 1 mètre sur 1 mètre. Si l'information 5 mètres sur 5 mètres, c'est suffisant. D'accord? Donc, en fonction aussi de l'espace que vous devez étudier, la résolution entre en ligne de compte. D'accord? Donc, comme je le dis, plus petite sera la taille du pixel, meilleure sera la résolution spatiale de notre image. D'accord? Et de plus en plus, au jour d'aujourd'hui, les capteurs qui sont créés ont de bonnes résolutions. Hein. Les Landsat et autres de l'époque, là,
travaillait sur 1 kilomètre, sur 1 kilomètre. Mais il faut voir aussi qu'à l'époque, la plupart du temps, les capteurs, ils avaient une vocation météorologique. Donc, comme ils avaient une vocation météorologique, c'était sur de grands espaces. C'est pour ça qu'on n'avait pas de besoin que les capteurs aient une résolution spatiale assez grande. Au jour d'aujourd'hui, vraiment avec le changement climatique et autres, on a vraiment besoin d'avoir de l'information précise sur un lieu précis. Donc, meilleure est la résolution, meilleure est la prise de décision par rapport à quelques problèmes qui pourraient arriver. Autre type d'information importante, c'est ce qu'on appelle la résolution spectrale. Cette fois-ci, c'est l'intervalle de longueur d'onde d'acquisition du capteur. Si mon capteur, par exemple, acquiert mon image dans le visible, ça va du, ça va du violet au rouge. Ça va de 400 nanomètres à environ 750 nanomètres. Mais ça veut dire que si je prends par exemple la plante, je sais que la plante, elle a un pic dans le vert. Elle a un point d'inflexion dans le rouge. Donc, elle a deux comportements dans deux longueurs d'onde particulières qui sont bien. Mais du fait que je prenne entre 400 et 700, je ne vois pas tout ça là. C'est noyé, c'est mélangé là-bas. Par contre, si j'acquiers vraiment mon image, je dirais dans le vert, donc aux environs de quoi? Entre 450 et 500, je suis sûr d'avoir accès à ce pic de la plante-là. Mais si je prends tout le visible, je n'aurai pas cette information précise. Donc, plus petit est l'intervalle dans lequel on acquiert une image, meilleure est l'information spectrale qu'on va avoir par rapport à la cible. Donc là, on vous dit, donc elle représente l'intervalle de longueur d'onde dans lequel l'image est acquise. Donc, plus petit est cet intervalle, meilleure sera donc la détection des éléments de la cible étudiée. Oui. Puisque on a reçu de l'information, lorsque on fait une prise de vue avec plusieurs longueurs d'onde, c'est dit qu'on aura des détails variés sur des. Mais quand vous dites aussi que on a des informations assez détaillées, est-ce qu'il n'y a pas, ça me donne une conclusion, est-ce que si je vais prendre plusieurs longueurs d'onde, est-ce que ça ne va pas réduire en prenant une petite fenêtre, ça ne réduit pas? Regarde par exemple ce qu'on appelle les images panchromatiques. Les images panchromatiques. Les images panchromatiques sont des images qui sont prises dans le visible. Donc de 400 à 700 à peu près. Ce sont des images noires et blanches. D'accord? Tu prends une image panchromatique. Tu n'as pas beaucoup d'informations. Mais si tu prends une image multispectrale, c'est-à-dire une image qui a été acquise dans le rouge, une image qui a été acquise dans le vert, une image qui a été acquise dans l'infrarouge, là, tu auras de l'information. Mais ton information sera d'autant plus précise que si, par exemple, dans le rouge, là, ton intervalle est petit. Parce que le rouge, il va aller à peu près de 700 à 750. OK? Mais si tu prends, par exemple, de 700 à 725, ton intervalle est plus petit. Il sera plus précis que si tu le prends, par exemple, de 700 à 800. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer là que ta cible, dans lesquelles ta cible ne va pas réagir. Tu comprends? Donc, non seulement il faut avoir de l'information sur plusieurs zones spectrales, mais plus ces intervalles-là sont petits, meilleure est ta résolution. Donc, si je vous suis, c'est l'unité spectrale ici, la fenêtre dans une longueur. Oui, l'intervalle de longueur, c'est-à-dire en nanomètres ou en micromètres, dépendamment de ton capteur. Si je fais une image multispectrale, la résolution va se dire au niveau de la France de chaque. Si tu prends une image multispectrale, déjà, c'est bon. Parce qu'au moins, tu auras acquis ton image sur plusieurs intervalles de longueur d'onde. D'accord? Donc, déjà, tu es dans de bonnes conditions. Mais en plus, si ces intervalles de longueur d'onde-là sont petits,
Là, c'est encore meilleur. Parce que regarde ton image panchromatique. Si ton image panchromatique, là, tu l'avais en image, je dirais, visible, mais découpée. Genre, tu as dans le visible, mais dans le vert. Dans le visible, mais dans le rouge. Dans le visible, mais dans le violet. Le comportement de ta cible n'est pas le même dans le vert, dans le rouge ou dans le violet. Mais quand tu prends tout l'intervalle du rouge jusqu'au violet, là, tout est noyé. Donc, la précision de ta classification pour une image panchromatique par rapport à une image qui a été prise dans le rouge, dans le vert et dans le violet ne sera pas la même. L'information. Les deux au niveau des images, là, quand c'est-à-dire ici, je vais collecter les informations, je me positionne dans une bande de longueur d'onde. Ce n'est pas toi. C'est le capteur que tu vas utiliser pour réceptionner tes images. Lui, il a déjà ces choses, il a déjà ses caractéristiques. On va te dire, par exemple, spot en multispectral, voilà les longueurs d'onde. Landsat en multispectral, voilà ses longueurs d'onde. Donc, quand tu acquiers ton image spot multispectral, tu sais déjà les différentes longueurs d'onde dans lesquelles il est acquise et tu sais l'intervalle de longueur d'onde dans lesquelles il est acquise. Ce n'est pas toi qui fixes, c'est le capteur que tu... Voilà. Voilà, c'est ça. Hein? Est-ce que je vais plutôt prendre une spot panchromatique plutôt qu'une spot multispectrale? Ou bien au lieu de spot, est-ce qu'il faut que je prenne une quick bird? Est-ce qu'en fonction de tes besoins, c'est déjà spécifique? D'accord? Oui. D'abord, une première question. Tu as quel background? Tu as quel background? Tu as licence, master en quoi? Géographie, je pense. Tu n'as pas un bac scientifique, c'est pour ça. OK. La longueur d'onde, c'est ce qui caractérise c'est-à-dire une onde, un faisceau est caractérisé par la valeur de sa longueur d'onde. OK? C'est-à-dire ton signal là, c'est comme RFI ou autre, on te dit oui, on peut les capter dans tel réseau. Bon, c'est à peu près cette philosophie pour le prendre. D'accord? Maintenant, les génies qui ont créé cette physique-là disent qu'ils ont compartimenté ou ils ont réglementé l'intervalle de longueur d'onde en donnant des noms. D'accord? Donc, ils disent que on n'a pas de tableau. Hein? On avait un tableau, il n'y en a plus de tableau. On peut aller chercher. Bon. Je vais parler, je n'ai pas le choix. Donc c'est comme si tu prends ton mètre, hein? Tu prends ton mètre mesureur, tu vas dire le pas de mesure, c'est 0. Et puis je peux aller à des kilomètres, à des. Tu vois? OK. Ou si je mets kilogrammes, mais là, on parle de longueur d'onde, donc d'acquisition du signal. Ils ont divisé ces différents intervalles-là en visibles, ce qu'on voit, parce que quand ils ont créé la physique, ils ne pouvaient expliquer les phénomènes que par rapport à ce qu'ils voyaient. C'est quand ils ont fini de voir, là, que maintenant, ils ont inventé les machines pour aller voir maintenant dans le microscopie, ou bien dans des zones hors visibles qu'on pouvait. Ce qu'on te parle d'infrarouge, quand on dit infrarouge, est-ce que c'est la preuve du contraire? On ne connaît pas la couleur des infrarouges. Mais quand je dis visible, je dis rouge, je dis vert, je sais à quoi ressemble le vert. Mais UV, là, je ne sais pas à quoi. Donc, en dehors du visible, qui va du violet jusqu'au rouge, ça a un autre nom. D'accord? Tu peux approcher ça ici? Non, c'est pas. Bon. Donc, mets ça, colle ça au mur là-bas. Caméra. Oui. Mais ceux-là, ils ne verront pas. Hein? Oui, mais ça, je suis en train de. Votre caméra là, je suis en train de voir si on ne va pas la tourner. Comment on tourne votre caméra là? Oui, mon chéri. Je suis en train de montrer à un aveugle. Donc, voilà. Fouadé, vous voyez mon tableau? J'ai envoyé le marqueur. Oh, oui.
On dit quoi, le bureau est fermé? Bon, non, là, on ne voit plus. Hein. Vous voyez plus le tableau? Si vous voyez, Bon, on voit le tableau, mais on ne voit pas. Bon, on ne voyez pas ce qui va être écrit. on peut faire avec. Le tableau est très loin, madame. Le tableau est fermé. Non, on ne peut même pas utiliser. Ouais, je peux utiliser. Bon, en tout cas, donc, le visible, là, ça va de 400 nanomètres à 700 nanomètres. D'accord? Maintenant, avant 400 nanomètres, c'est ce qu'ils ont appelé l'ultraviolet, les rayons X. Oui? Oui, mais tu vas me fatiguer parce que ça veut dire qu'il faut que j'enlève ça, que j'aille dans. Après, je ne pourrai plus revenir. Tu peux faire, il faut venir faire. Parce que votre affaire de share screen, là, ça me fatigue. Je n'ai pas ma machine. Si j'avais ma machine, j'allais montrer. Parce que quand je fais le cours de spectroscopie, j'aurais pu. C'est dans l'autre sens. Attends, oui, mais celui-là. Ça, c'est bon. Mais celui-là. Ok, d'accord. Donc, tu vois, il dit ici, là, c'est ça qu'elle le dit. D'accord? Oui, ça va me donner la plus bonne image. L'image est Ok. C'est votre génération là, vous, c'est plus moins vieille. À son expertise. Il n'y avait pas pour aider là, il n'y a pas de souci. Les enfants en Zoom, vous voyez? Vous voyez le spectre? Vous voyez le spectre? Oui, madame. Ok. Donc, puis après, on va générer, c'est bon. Ok, donc, cette zone-là, oui, je vais mettre le pointeur ici. Ici, on ne peut pas mettre le pointeur. Ah, ici, on ne peut pas mettre le pointeur. C'est comme c'est le PowerPoint. Ok, bon, donc, mais est-ce que on voit mon. Oui, on voit. Ok, c'est bon. Non, avec mon truc, on voit. Ok. Donc, cette zone-là est considérée comme la zone du visible. OK? Et comme je vous dis, on appelle cette zone du visible parce que les couleurs qui sont là, on les voit, on les connaît. Quand je dis vert, je sais à quoi ça ressemble. Quand je dis orange, je sais à quoi ça ressemble. Mais en dehors de cette zone-là, ce n'est pas la zone visible parce que l'œil humain, là, même animal, là, je ne sais pas, mais l'œil humain, là, n'arrive pas à voir ces autres gammes de longueur d'onde. D'accord? Donc, avant le 400 nanomètres, là, c'est l'ultraviolet. Et vous voyez qu'avant ça, des longueurs d'onde plus petites, il y a rayon X, il y a rayon gamma. D'accord? Donc, coupez votre micro là-bas. Ces zones-là, généralement, vous allez voir qu'on les appelle, c'est des éléments perturbateurs, donc qui peuvent avoir de l'incidence sur les corps. Hein? Vous allez faire vos radios, là, c'est les rayons X. Donc, c'est du rayonnement potentiellement néfaste pour la santé. Hein?
et je fais mon petit speech. Il y a l'ARSN. Vous connaissez l'ARSN, l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire. Okay. Il y a l'ARSN qui existe qui a été créé depuis 2016, mais qui sont entrés en activité depuis 2018. Et eux, justement, ils font des campagnes de sensibilisation, des campagnes de formation par rapport à tous ceux qui touchent les rayonnements, ce qu'on appelle les rayonnements ionisants. Parce que les rayons X, les rayons gamma sont des rayonnements ionisants. Qu'est-ce que ça veut dire rayonnement ionisant? Ce sont des rayonnements qui, quand ils vont aller toucher leur cible, le corps, vont les rendre ions. Ça veut dire qu'ils vont enlever des électrons. Est-ce que c'est bon ça? Ce n'est pas bon. Donc, ils vont dans les structures comme celles qui font les radios, Solibra et autres, parce que Solibra aussi, pour pouvoir voir si leur cuve, s'il n'y a pas de fuite, c'est les rayons X qui prennent pour voir s'il n'y a pas de fuite. Les offshore, les pétroliers, là, eux aussi, quand ils forent, là, pour savoir s'il n'y a pas de fuite, ces rayonnements aussi, ils prennent. Donc, tous ces gens qui travaillent dans ce domaine-là, il faut les protéger. Et l'ARSN, justement, forme les gens, ils leur donne une formation par rapport à ça et informe les patrons de les protéger. Parce qu'à long terme, ça peut développer des cancers et autres. Après, on te dit, tu as venu dire à cancer, c'est pas nous, c'est toi. Il fallait le protéger. Donc, ils doivent avoir un dosimètre. Donc, quand vous allez prendre vos radios, là, vérifiez que celui qui vous prend la radio a un dosimètre. S'il n'a pas, vous lui dire, ah, vous n'êtes pas en règle. Parce que comme il est constamment confronté au rayon X, à la fin de la chose, d'une certaine période de travail, il envoie son dosimètre à l'ARSN. L'ARSN vérifie que la dose de rayonnement qu'il a reçu est correcte. S'il a dépassé, on doit le mettre en arrêt de travail pour que son corps se régénère d'abord avant de démarrer. Donc, il y a une certaine dose qu'il ne doit pas dépasser. Okay? Maintenant, au-delà du rouge, on a l'infrarouge, les radiations infrarouges. Donc, généralement, les militaires, pour ceux qui aiment les films d'action, vous voyez, ils ont leurs lunettes infrarouges là. Pourquoi? Parce que c'est dans l'infrarouge qu'on repère la température, pas d'infrarouge thermique. Donc, en fonction de la température du corps, ils sont capables de détecter. C'est dans l'infrarouge qu'on peut détecter la température du corps. D'accord? Et maintenant, vous avez les micro-ondes, nos micro-ondes qui chauffent notre nourriture. Voilà la gamme de longueur d'onde. Et plus loin, on a les ondes radio, effet RF. D'accord? Donc, généralement, les capteurs en cours là, qui existent là, c'est plus dans le visible et l'infrarouge, la plupart des facteurs. Dans le micro-ondes et autres, c'est plus radar. D'accord. Il n'envoie pas. C'est le soleil qui envoie le rayon. Le rayon, il éclaire la cible. En fait, il éclaire la cible et la cible réagit en envoyant un rayonnement. Toi, tu ne le vois pas, ce rayonnement. Mais ce qui est sûr, le capteur détecte par rapport à la cible visée un certain rayonnement et c'est ce rayonnement-là qui traduit en compte des vitres. Elle réagit, c'est pas que elle réagit différemment dans le bleu, dans le rouge. Comment je te dis? Quand on t'arrose d'eau froide et puis on t'arrose d'eau chaude, tu réagis de la même façon. C'est ça. C'est caricaturé, mais c'est ça. Donc, la plante, elle est verte. Donc, quand on dit vert, là, c'est ce qui est visible. Donc, c'est ce qu'elle réagit. D'accord? Donc, elle a son comportement dans le vert. Tu vas avoir un petit pic dans le vert. Mais dans le rouge aussi, elle réagit. Mais là, elle réagit plus parce que là, tu vas avoir même un plus grand pic. D'accord? Donc, elle réagit. Et puis là, tout dépend même de son état de santé. C'est-à-dire une plante verte par rapport à une plante séchée n'aura pas la même réaction dans le vert. Celle qui est en bonne santé, ton pic vert sera bien haut. Mais celle qui n'est pas en bonne santé, ton pic vert sera plus petit. Okay, donc, c'est dans ce sens-là. Donc, en fonction de la cible, la réaction dans les différentes gammes de longueur d'onde est différente. Mon enfant, viens changer ton affaire. On va continuer notre affaire.
Les amis de Zoom, là, vous voyez? Oui, oui, on va voir. Oui, on va. D'accord. Oui, c'est ce coup là. On est arrivé sur résolution spectrale. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, c'est pour ça que si tu prends une image qui était acquise dans le vert par rapport à une image qui est acquise sur tout le spectre visible, n'aura pas la même information. D'accord? Et donc, généralement, pour étudier la répartition des niveaux de gris que notre image donne, on étudie ce qu'on appelle l'histogramme. OK? Donc, l'histogramme, je vous dis, c'est un graphique qui représente le nombre de niveaux de gris par rapport, le nombre de pixels par rapport au niveau de gris. C'est-à-dire, ça se présente sous cette forme. En ordonnée, on a le nombre de pixels et en abscisse, on a le niveau de gris. Sachant que les niveaux de gris vont de 0 à 255. Donc, par exemple, niveau de gris 50. C'est combien de pixels dans mon image là, au niveau de gris 50? Donc, les pics là représentent le nombre de pixels qu'il y a en fonction des niveaux de gris. D'accord? Donc là, vous voyez par exemple, j'ai quoi? J'ai à peu près 3 pics. OK? Donc, ça voudrait dire que les niveaux de gris ici, là, sont beaucoup plus représentés que les autres. Ces 2 pics là aussi disent que ces niveaux de gris là sont aussi beaucoup représentés dans mon image. Vous voyez pas le bouton? Ah, excusez. C'est bon? On voit? OK. Donc, ce pic-là montre qu'on a beaucoup de niveaux de gris, de pixels dans l'image dans ce niveau de gris-là. Et ces 2 autres pics-là aussi sont des valeurs de niveau de gris qui sont beaucoup représentées dans mon image. D'accord? Oui. Représente Les classes. Ça, ce sera aller trop loin. Disons qu'il représente des éléments qui sont beaucoup représentés dans mon image. C'est ce que je pourrais dire. Mais a priori, je ne pourrais pas dire des classes d'abord, mais je dirais que c'est des éléments qui sont beaucoup représentés dans mon image. Et donc, si l'image est codée sur 8 bits, donc les niveaux de gris vont aller de 0 à 255. Donc, on reprend une image, c'est un tableau qui est constitué de X lignes et de X colonnes, et les éléments constitutifs de ce tableau sont appelés des pixels. Les valeurs de ces pixels-là représentent la réflectance de la cible dans cet élément de l'image. D'accord? Et donc, le pixel va représenter le plus petit élément de l'image, donc il va représenter de façon spatiale la résolution spatiale de notre image. Plus petit sera le pixel, meilleure sera la résolution de mon image. Traitement d'image, puisque la classification fait partie de la grande famille des traitements d'image. Donc, on vous dit que le traitement d'image consiste à modifier, c'est français, hein, les caractéristiques chromiques. Ça veut dire quoi, chromique? Chromatique. Même chose. Chromique, chromatique, ça veut dire quoi? Chromatique, c'est les couleurs. Ce sont les couleurs, d'accord? Des pixels de l'image en but d'améliorer la lisibilité. Ça va pour tout le monde? Traitement numérique, modifier les caractéristiques de couleur de mon image de sorte à améliorer la lisibilité de l'image. Donc, ceci étant dit, selon vous, quelle est la différence entre, ou est-ce qu'il y a une différence entre le traitement d'image et l'analyse d'image? Oui. Oui. Le traitement, c'est avant. Une minute. C'est le mécanisme. Attends, une minute. Je te donne la parole. Il y a quelqu'un qui va répondre ici, puis ensuite tu vas y aller. Donc, ce n'est pas la même chose. D'abord, il faut répondre. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes tous unanimes que ce n'est pas la même chose. C'est ça? C'est ça?
Ok, mon fils, je t'écoute. Fouadé. Mais, c'est la même, oui, c'est la même chose. Hein. J'ai la même idée. C'est pas la même chose parce que le traitement, à mon avis, c'est le mécanisme, c'est tous les mécanismes qu'on met en place afin d'obtenir une image. Maintenant, quand on finit le traitement, on passe maintenant à l'analyse qui permet peut-être de déceler peut-être les différentes informations qu'on a recueillies juste après le traitement. Déjà, je suis d'accord avec vous du fait que ce n'est pas la même chose. Mais je ne comprends pas, oui, ce que c'est qu'un traitement et ce que c'est une analyse. Oui. Le traitement, lui, va nous permettre de faire des opérations sur notre image en jouant sur le spectral et le spatial, pour nous permettre d'avoir une meilleure information. Et avec cette information, nous allons procéder à l'analyse qui va nous permettre de. Mais quelle est l'information que tu vas avoir? L'information que je vais avoir sur. Après le traitement sur l'image. S'il y a des changements d'image, j'ai commencé à faire le traitement avec les projets, mettre en évidence des informations que je cherche. Ici aussi en géologie, je cherchais les linéaires, des trucages. Et une fois ces trucages mis en évidence, l'analyse maintenant va consister à voir exactement ce qu'il y a dans l'image. Madame, le mot qu'il a dit, que le traitement de l'image, lorsque tu prends ton image, ça dépend de l'objectif que tu recherches avec l'image. Si par exemple, tu es en géologie, tu recherches par exemple, si par exemple, tu vas venir, lorsque tu prends ton image, tu les traites avec les différentes méthodes qu'on connaît, nous prenons le logiciel particulier, l'analyse va nous permettre de une nette décision. Il faut que nous allons, nous exploitons cette zone, ou peut-être comment on devrait faire comme moyen avec les ressources en eau, tout ça, comment la question devrait prendre, recevoir tout ça. Je pense que l'analyse sera de 10 secondes, on voit ici l'image très bien. Moi, je pense que le traitement, c'est le processus d'amélioration de l'image. L'analyse, c'est l'exploitation des images. Madame, moi, je vais m'essayer encore. C'est peut-être que... Tu dis quoi? Et je voudrais m'essayer encore pour donner Vas-y, on t'écoute. un additif. Vas-y. Voilà. Donc, moi, généralement, quand on recueille une image, déjà, quand on obtient une image, c'est une image brute. Donc, cette image brute-là, on doit la traiter, c'est s'il y a des corrections à faire, s'il y a du filtrage et tout ça. Et lorsqu'on finit tout ce processus. Oui, vas-y. Voilà. Et donc, lorsqu'on finit tout ce processus et qu'on obtient le produit fini, ça nous permet de peut-être avoir peut-être des informations concernant la distribution spatiale, peut-être les éléments qui composent et tout ça, pour pouvoir faire une classification, quoi. Allô? Alors, il y a quelqu'un qui parle, puis après je... Allô? Oui, attends, il y a quelqu'un qui parle, et puis après je te donne la parole. C'est la même chose. Parce que je veux comprendre qu'est-ce que entre analyse et traitement, vous me dites déjà, on est tous d'accord que ce n'est pas la même chose. Maintenant, que fait le traitement? À quoi aboutit le traitement? À quoi aboutit l'analyse? C'est ça que je veux comprendre. Alors, le traitement permet d'améliorer la qualité de l'image, parce que, comme vous avez dit, les interprétations différentes. Mais cette façon d'interpréter peut différer de chacun. C'est ça qui est l'analyse. Pourquoi affirme que les informations viennent à propos des analyses? On peut dire que l'analyse, ça sera une démarche méthodologique que nous devons prendre pour une prise de décision. Mais le traitement, il ne permet pas de prendre une décision. Le traitement ne permet pas de prendre une décision. C'est la méthode qu'on doit appliquer pour aboutir à notre résultat. Qui voulait parler en Zoom là? Oui, c'est en ligne, oui, c'est moi. D'accord. Pour moi, qu'on appelle le traitement, c'est le procédé de l'extraction de l'information sur l'image. Quel type d'information?
les informations, peut-être si on fait un traitement sur l'occupation du sol, on va extraire les informations liées à l'occupation du sol, c'est-à-dire que là, on a les routes, les végétations, la discrimination de la végétation, les sols nus et autres, tout, donc on a l'information. Maintenant qu'on a cette information-là, l'analyse va nous permettre de pouvoir orienter l'interprétation de cette information. Oui. Je pense que au niveau de traitement de l'image, on essaie de mettre en évidence des indicateurs que nous avons prédéfinis, par exemple, pour pouvoir qualifier ce que l'image nous donne. Je m'explique. Je dis, par exemple, je veux étudier une image sur une forêt. Et cette forêt-là, mon objectif, c'est d'identifier les espèces d'arbres dans cette forêt-là. Donc, pour cet objectif-là, je vais me fixer des objectifs sur la base des indicateurs qui peuvent me permettre de spécifier chaque espèce. Donc, mon traitement doit à me permettre de donner, de ressortir les indicateurs. Maintenant, je crois que les indicateurs qui me permettent de dire dans cette image s'il y a tel indicateur, voici ce que ça signifie. L'analyse va venir maintenant pour expliquer, pour donner maintenant une signification à l'image que j'ai. C'est toujours pas. Oui, vas-y. Je pense qu'il y a une Madame. interprétation et parce que là, si on veut le définir,